d'un sujet très intéressant. Évidemment, les auditeurs, auditrices, ils savent comment on communique là entre nous. On va parler d'un sujet. C'est l'affirmative action. Tu ne m'entends pas? Si, je t'entends, mais j'entends Beyoncé avec toi. toi. Non, on finissait. T'es sur l'affirmative action. Tout à fait. Et donc, toi, aujourd'hui, tu nous dis discrimination positive, le clash des minorités. Exactement. Alors, ce sujet. Parce que quand j'ai annoncé le titre à Cyril, il a fait « Oh là là ». On sait déjà que je fais toujours « Oh là là ». Oui, c'est vrai. Si j'ai pas un « Oh là là », c'est que le sujet ne va pas. Donc, on va parler discrimination positive. Plus particulièrement, on va parler affirmative action. Pourquoi? Parce qu'on va parler du cas des États-Unis. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais actuellement, il y a une action collective menée contre Harvard qui est arrivée à la Cour suprême des États-Unis, qui est cette semaine devrait avoir sa décision finale. Et l'action collective est menée par SFFA, donc on reviendra là-dessus. Et peut-être que tu te dis, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de Harvard ou d'une université états-unienne qui est attaquée et qui va jusqu'à la Cour suprême de justice pour parler de mesures discriminantes au niveau des admissions. Notamment en effet. Alors, petit rappel, pourquoi je dis que c'est pas la première fois? Vous avez sûrement entendu parler en 2016 du cas d'Abigail Fisher. Abigail Fisher, c'était cette jeune femme blanche qui avait attaqué l'université d'Austin suite à son refus d'admission, en disant que si elle n'avait pas été prise, c'était spécifiquement parce qu'elle était blanche et que notamment des étudiants noirs, il me semble qu'elle avait dit à un moment donné Latinx aussi, mais en tout cas des étudiants noirs avec de moins bonnes notes qu'elle avaient eu la place qui lui revenait quelque part de droit. Donc, Abigail Fisher avait notamment mérité son hashtag spécial sur Twitter, hashtag Becky with the bad grades, donc hashtag Becky avec les mauvaises notes. Pourquoi? Parce que elle a perdu en Cour suprême ou parce que tout simplement on a pu démontrer qu'en effet il y avait eu des étudiants qui avaient été admis avec de moins bonnes notes qu'elle, notamment 47 étudiants, et que sur ces 47 étudiants qui avaient été admis, 42 étaient blancs et blanches. Donc, il n'y avait que 5 étudiants noirs qui avaient été admis en ayant de moins bonnes notes qu'elle. Donc, clairement, elle n'avait pas été discriminée par rapport à sa race. C'est juste que le processus d'admission prenait en compte beaucoup plus de choses que seulement les notes. Parce qu'en plus, pour couronner le tout, elle n'avait pas eu de très bonnes notes. Donc, ce qui avait du coup déclenché Twitter. Une fois que Black Twitter est sur ton cas, c'est fini. Donc, c'est arrivé en 2016. Aujourd'hui, 2018, on a un nouveau cas qui arrive à la Cour suprême. Mais là, il y a une différence extrêmement notable. C'est que ce cas est amené notamment par la communauté Asian American, dont la communauté asiatique américaine. Le SFFA, c'est le Student for Fair Admission, qui a été notamment mis en place par, on va dire, majoritairement des représentants de la communauté chinoise. Une grosse majorité des plaignants sont anonymes, mais on sait d'après les articles qu'une grosse majorité, c'est la communauté chinoise, notamment le principal jeune homme qui a porté plainte contre Harvard est allé porter plainte, donc du coup, et c'est arrivé jusqu'à la Cour suprême. Et en quoi c'est différent? C'est que cette fois, on a donc la communauté asiatique américaine, donc une communauté minoritaire qui est quelque part en accusation contre la communauté noire. Autre communauté minoritaire qui prend des places qui, entre guillemets, ne lui reviendraient pas à l'université, notamment l'université d'Harvard. Donc ça, c'est le gros changement dans le processus. Bon, avant de commencer à jouer aux poupées russes avec ce cas, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce qu'on a appelé, nous, le clash des minorités, on va jouer un peu aux poupées russes. Déjà, qu'est-ce qu'on entend... Le clash, jouons aux poupées. Jouons aux poupées, mettons un petit peu de contextualisation. Qu'est-ce qu'on entend par affirmative action? Qu'en français, on traduit globalement par discrimination positive, mais j'ai aussi trouvé action positive. Affirmative action, c'est aussi action affirmative, action positive. Notamment en France, en tout cas, il faudrait vérifier au Québec, mais en France, c'est surtout connu pour des mesures de discrimination positive. Alors, il faut d'abord savoir qu'il n'y a jamais eu de définition claire de ce qu'on entend par affirmative action lorsqu'on parle notamment du contexte états-unien. En fait, la première fois que cela apparaît, cette expression, c'est en 1935 et c'est pour le milieu syndical. Donc, ça n'a rien à voir avec l'idée des populations noires racisées. C'est cette idée que si vous rentrez dans le milieu syndical, si votre patron vous renvoie, il n'a pas le droit de vous renvoyer sous prétexte que vous êtes syndiqué. Donc, il doit soit vous réembaucher, soit mettre en place des affirmative action, des actions positives pour contrecarrer le fait de vous avoir renvoyé.
Dans les années 40-50, apparaît la notion de quota, notamment dans l'administration service public, mais pas en lien avec affirmative action. Donc, on va en parler. Dans les années 40-50, on a donc les notions de quota qui apparaissent, mais complètement séparées de ce qu'on entend par affirmative action. Et en 1961, pour la première fois, affirmative action, donc discrimination positive, est associée à la notion de race par nul autre que JFK, donc Kennedy, qui enjoint en fait dans un ordre gouvernemental, en fait, il enjoint notamment les contractants gouvernementaux à mettre en place des affirmative action pour atteindre un but de non-discrimination, en ciblant particulièrement les populations africaines-américaines. Et ce qui est un peu particulier lorsqu'il utilise cette expression, c'est qu'il va dire, OK, mettez en place des actions positives, mais aucune définition, aucune proposition de plan. Qu'est-ce qu'il entend par là? On ne sait pas. Il fait donc cette déclaration politique. Le président suivant fait de même. Et c'est comme ça que affirmative action rentre un peu dans le discours politique et notamment judiciaire sans jamais avoir été appliqué à quelque chose de précis. Qu'est-ce que vous entendez par affirmative action? Donc déjà, tu as en tête le fait que c'est assez flou, la définition. Et malgré le fait que cette définition soit assez floue, dès sa mise en place dans, on va dire, le domaine politique et également judiciaire, ça va être sujet à attaque constante. Attaque constante, notamment, et ça va cibler très vite, le milieu judiciaire avec les institutions scolaires. C'est-à-dire que, tu sais, aux États-Unis, l'histoire autour de la déségrégation des Civil Rights Movement, le mouvement des droits civiques, est très centré autour de l'institution scolaire. Donc, aux États-Unis, l'institution scolaire, c'est un peu, la déségrégation, c'est le milestone de l'histoire des droits civiques. Donc, il faut bien comprendre également ce contexte-là, à quel point système judiciaire, institution scolaire est extrêmement important. Et donc, il va y avoir constamment des attaques judiciaires envers l'idée de prendre en compte la race dans les processus d'admission. Par exemple, dans les années 90, il y a la proposition de 209 sur lesquelles la population américaine peut voter, qui va tout de suite, par exemple, interdire, on reviendra là-dessus, les quotas. Donc, il va constamment avoir des attaques judiciaires qui vont faire des allers-retours, soit on autorise, soit on enlève, soit on autorise, soit on enlève selon les États, et toujours dans cette binarité blanc-noir. Donc, ce qui fait que très vite, on a une conscience médiatique, une conscience mainstream, qui va associer affirmative action notamment au quota, mais qui va l'associer également au milieu universitaire. Donc, ça va très vite se restreindre et se centrer sur, OK, la discrimination positive, ça porte surtout pour les étudiants et c'est une histoire, un débat entre les blancs et les noirs. Donc, le débat va très vite se centrer et surtout, ça va donner tout un tas de méconceptions. Parce que comme je l'ai dit, on va associer affirmative action à quota. Et on va dire, ce sont des quotas qui bénéficient les noirs et les latinx. Donc, en gros, on va dire, les Noirs qui rentrent à Harvard, c'est grâce à la discrimination positive, c'est parce qu'il y a un quota. Ça, c'est la méconception, je dis tout de suite pourquoi je vais dire méconception, mais ça, c'est la conception qu'on a généralement aux États-Unis de qu'est-ce qu'on entend par affirmative action. Oh, c'est cette histoire de quota qui permet aux Noirs et aux Latinos qui n'ont pas le droit normalement d'aller à Harvard, qui n'ont pas le mérite d'entrer. Et on va opposer donc race à mérite. Il y a cette idée que tu n'avais pas le mérite, mais tu es noir, donc tu as pu entrer à cette université de prestige. Alors, il faut bien comprendre, et c'est là qu'on va commencer à jouer aux poupées russes. On arrive donc dans ce contexte où il y a cette conception, comme je l'ai dit, de la discrimination positive aux États-Unis. Je parle bien du cas des États-Unis de affirmative action. Et dans ce contexte-là, il faut comprendre qu'il y a énormément de mauvaises conceptions et reconnaissances de ce que l'on entend par affirmative action. Tout d'abord, le fait qu'on se dise c'est une histoire de quota. En fait, non. Depuis 1978, il est formellement interdit. C'est une interdiction qui a été faite par la Cour suprême de justice à cause du cas. Non, 78, c'est le cas Beck USA. Donc, c'est un homme blanc qui va porter plainte. Ça va aller jusqu'à la Cour suprême de justice et il va dire, j'ai pas eu ma place parce qu'il y a des quotas. Et en fait, la Cour suprême de justice va dire, on interdit formellement les institutions scolaires de mettre en place des quotas, mais par contre, on autorise le fait qu'on dit la race devrait être prise en compte dans le processus d'admission. Donc, vous n'avez pas le droit de dire on réserve 30 places pour 30 noirs, par exemple, mais vous avez le droit, lorsque vous recevez les demandes d'admission, parmi toutes les critères que vous prenez en compte, notamment milieu économique, sport, art, etc., vous avez le droit de prendre en compte la race de cette personne-là. D'accord? Donc, depuis 1978, il n'y a pas de quota dans les institutions universitaires. Mais la race est considérée comme un facteur à prendre en compte. Également, la considération qu'on a aux États-Unis, et j'ai envie de dire même au Canada ou en Europe, c'est que les quotas et la discrimination positive va majoritairement favoriser les Noirs.
Donc, on va dire, oh, c'est parce qu'il est noir qu'il a pu bénéficier des discriminations positives. En fait, pas du tout. Les premières bénéficiaires de la discrimination positive, de ce qui avait pu être des quotas avant que ce soit interdit, des affirmative action, ce sont les femmes blanches. La population qui a le plus et qui toujours bénéficie le plus de la discrimination positive, c'est les femmes blanches. Or, généralement, on associe discrimination positive à la race. On ignore le fait qu'en fait, non, ça a aussi été utilisé pour le genre et ça a majoritairement été utilisé pour les femmes blanches. Donc, quand on regarde les statistiques, ce sont les femmes blanches qui ont le plus pu entrer dans les universités grâce à la discrimination positive, obtenir des prêts particuliers, être les premières à lancer des entreprises, etc. depuis les années 60. Donc ça également, il faut le prendre en compte. Il y a une fausse conception de à qui bénéficie affirmative action. Et ce qui est intéressant, paradoxalement, c'est qu'en dépit du fait que ce soit la première population à bénéficier de la discrimination positive, les femmes blanches aux États-Unis sont majoritairement contre la discrimination positive. Donc elles vont majoritairement voter contre, dénoncer, argumenter, alors qu'elles sont les premières bénéficiaires. Également, il faut comprendre que dans les institutions scolaires, on a souvent tendance à dire les seules personnes qui ont le droit d'entrer, c'est grâce à la discrimination positive du fait de leur race. En fait, si vous regardez la manière dont fonctionnent les institutions américaines et que vous voulez attaquer les processus d'admission injustes, il faudrait parler notamment du fameux legacy. Héritage. C'est-à-dire que dans la plupart des institutions universitaires, notamment Ivy League, vous avez beaucoup plus de pourcentage réservé aux enfants d'eux. C'est-à-dire que par exemple, à Yale, je crois, ils sont 18%. Si vos parents sont allés dans une école de Ivy League, si vos grands-parents sont allés dans une école Ivy League, vous avez quasiment un droit d'y entrer juste parce que vous êtes de legacy. Un petit mot là, Ivy League, pour ceux qui ne savent pas. Ivy League, ce sont les 8 plus grosses, anciennes universités états-uniennes et surtout les plus prestigieuses. Donc dedans, vous avez Harvard, par exemple, vous avez Yale, vous avez Brown, donc ce sont voilà, les grosses universités. Okay. Exactement. Et ce sont les plus chères également, mais aussi les plus, si vous rentrez dans une des Ivy League, comme ce sont les plus prestigieuses, celles qui vous mettent le plus facilement sur la voie du succès. Les plus grands politiciens des États-Unis sont passés par Ivy League, celui qui a créé Facebook est passé par Ivy League. On va dire les grosses réussites passent par Ivy League. Donc, ce sont vraiment des grosses machines, extrêmement dures d'y rentrer. C'est extrêmement compétitif, en dépit du fait que ce soit extrêmement cher. C'est très compétitif d'entrer. Harvard a un taux de refus de 95%. 95% des dossiers qui arrivent à Harvard sont refusés. Et malgré ça, malgré ce taux, on a quand même une grosse une partie des étudiants qui sont quasiment acceptés d'entrer juste parce qu'ils ont une partie de leur famille qui y sont allés. Trump, par exemple, est entré à l'université de... J'ai un peu de l'université à lui. Mais il a pu entrer parce que son père y était et 4 de ses enfants ont pu entrer juste sur le principe de legacy. Donc ça aussi, c'est à remettre en contexte de qu'est-ce qu'on considère comme ce qui permet aux gens d'entrer alors qu'ils ne devraient techniquement pas avoir les mérites pour, contrairement à dans les faits, qui rentrent sans avoir besoin de démontrer les mérites. Dans ceux qui bénéficient de legacy, tu as dit 18%. 18%. Dans certains cas, par exemple, si vous avez une connexion, c'est-à-dire un grand-père, un oncle, un tante qui est allé dans l'université, ça augmente vos chances d'entrée de 23%. Si vos parents sont allés dans une université Ivy League, ça augmente vos chances de 45%. Okay. Donc, automatiquement, vous y entrez. Et l'histoire, développement socio-économique... Ça aussi, c'est ce que tu dis, ça aussi, c'est de l'affirmative action. Techniquement. Non, c'est pas de l'affirmative action. Moi, c'est pas écrit comme ça. Non, mais c'est une discrimination à l'admission. Sauf que ce n'est pas une discrimination positive, exactement. Et c'est une discrimination qui a beaucoup plus d'impact que l'idée que l'affirmative action, c'est ce qui fait que l'université actuellement ne bénéficie pas aux blancs et aux blanches, qui encore une fois est une mauvaise conception. Ça reste majoritairement des universités blancs et blanches. À part UCLA, mais ça c'est particulier, c'est plus communauté asiatique qui est surreprésentée. Bon, donc vous avez toutes ces mauvaises conceptions autour de affirmative action, discrimination positive qu'on a pu remettre en contexte. Arrive donc le cas de 2018. Il faut savoir, comme j'ai dit, que depuis son entrée en matière, affirmative action, donc discrimination positive, ça a été constamment attaqué. Donc on arrive à une époque où quasiment toutes les mesures qui avaient été mises en place pour contrecarrer le fait que ce soit des universités majoritairement blancs et blanches ont été sapées petit à petit. Il n'y a quasiment plus rien qui reste des programmes affirmative action. Et là, donc, on a cette grosse action collective qui arrive et que certains considèrent comme la dernière attaque contre le processus. C'est-à-dire que s'ils gagnent, si l'association Asian American gagne, ça va quasiment mettre à terre le peu qui restait du processus finalement de déségrégation, parce que c'était un processus mis en place pour déségréguer les institutions universitaires. S'ils gagnent, c'est fini. Après, si Harvard perd, ça va avoir des conséquences qui vont toucher à tout le milieu scolaire et toutes les universités, pas seulement à Harvard. Donc c'est un gros, on va dire,
problème. Mais pour comprendre le cas de 2018, c'est vraiment particulier. Tout d'abord, il faut comprendre que la communauté asiatique américaine représente, dont on a fait une chronique, le fameux mythe de la minorité modèle, je vous mettrai le lien en dessous, le fameux mythe de la minorité modèle montre qu'ils représentent 12% à Harvard. C'est la communauté minoritaire la plus présente à Harvard. Et en tout, ils sont 20% des étudiants d'Ivy League. Alors que techniquement, la communauté asiatique américaine, c'est 8% de la population états-unienne. 8%, 20% de Ivy League. C'est-à-dire que c'est the success story à l'américaine au niveau communautaire. Malgré ça, ils arrivent en disant on subit de la discrimination à l'admission. Donc la question se pose pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que cette communauté qui réussit dans toutes les universités les plus prestigieuses des États-Unis soit celle qui va peut-être mettre à terre le peu qui reste des affirmative action? Il faut comprendre que, et ça a été très intéressant de voir le shift en fait au niveau des discours, il va y avoir une accusation envers Harvard qui va être « Nous sommes tenus à des standards plus hauts que le reste des communautés ». C'est-à-dire qu'au départ, ils vont porter plainte en disant « Quand on voit qu'on est issu de la communauté asiatique à Harvard, ils nous demandent plus que ce qu'ils demandent aux autres. Ils ont tellement l'idée de la minorité modèle qu'on doit être parfait. Et même quand on est parfait, on n'est pas pris. Parce qu'il se dit juste, ah bah de toute façon, communauté asiatique, bien sûr que vous savez faire du piano, bien sûr que vous êtes ingénieur en maths, bien sûr que vous voulez être ingénieur, quoi d'autre ?» Une question. Oui. Lorsqu'on dit communauté asiatique américaine, oui. On parle de qui? Asiatique, majoritairement chinoise, ou on y inclut aussi sud-asiatique? Dans le cas des Ivy League, oui. C'est beaucoup plus hétérogène. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de communautés chinoises, oui, il y a une grosse forte de communautés japonaises, mais il y a aussi Coréenne, beaucoup... oui, voilà, un peu moins, mais oui. Mais il y a aussi beaucoup pakistanaises, il y a aussi beaucoup Inde. Donc, ça reste quand même là assez hétérogène, mais gros. Par contre, on en reparlera un peu plus. Ce cas-là montre à quel point c'est une communauté qui a ses oppositions à l'intérieur. Parce qu'on a souvent tendance à dire c'est une communauté homogène, tout le monde est pareil. Alors qu'en fait, ce cas-là montre les divisions au sein de la communauté asiatique américaine. Donc, on en reparlera un peu plus. Mais donc, ils arrivent en disant... Quand on voit qu'on est issu de cette communauté-là, on nous met à des standards beaucoup plus hauts et malgré ça, on n'est pas pris. Parce qu'il y a ce mythe de la minorité modèle. Et en plus, Harvard, vous avez un espèce de test de personnalité qui est stéréotypé pour nous. Donc c'est ça, à la base, c'était ça, l'attaque. Ça n'avait rien à voir avec l'idée que, ceux-là prennent nos places. C'était pourquoi est-ce qu'on est évalué sur des critères plus hauts que le reste. Et en fait, il va y avoir un shift dans l'argumentaire et dans les médias aussi, qui est extrêmement important à comprendre pour comprendre également toute la complexité et l'impact que va avoir ce cas, c'est que l'action collective va être menée par nul autre que Edward Bloom. Et en fait, Edward Bloom... Le fameux Edward Bloom, c'est également lui qui avait défendu Abigail Fisher, perdue à la Cour suprême. C'est en fait, Edward Bloom, il est en crusade contre l'affirmative action depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que ce gars-là, constamment, il mène des actions collectives pour attaquer ce qu'il considère comme l'injustice au sein de l'université, l'idée qu'on puisse faire entrer des personnes basées sur leur race. Et là, il faut bien comprendre que, et ça fait partie du shift qu'il va avoir dans les discours et des conséquences extrêmement mauvaises dans la représentation qu'on a, c'est-à-dire que non seulement il va passer de, en fait, on est tenu à des standards autres que les autres, c'est pas juste, à en fait, les communautés latino et noires prennent des places que nous, en tant qu'Asiatiques, on devrait occuper parce qu'on est meilleur qu'eux. Donc, il y a ce shift-là. Ça va devenir minorité contre minorité. Et Edward Bloom va jouer cette carte-là justement parce que quand c'est la binarité blanc-noir, dans le contexte états-unien, on pense ségrégation, déségrégation. Et quelque part, il le dit lui-même. Il avait conscience du fait qu'il représentait des blancs qui se plaignaient d'être discriminés parce que blancs, ça passait pas. Parce qu'on connaît l'histoire états-unienne de la ségrégation des institutions scolaires. Exactement. Ça, oui. Mais il disait lui-même, je cherchais des Asiatiques à représenter. Pourquoi? Parce que là, c'est minorité contre minorité. Et il va défendre l'idée qu'on est en train de favoriser la minorité noire et latine sur la minorité asiatique qui, techniquement, est meilleure que les autres. C'est la minorité préférée des États-Unis. C'est eux qui devraient entrer à l'université. Vous voyez le shift, à quel point il est extrêmement vicieux au final dans la manière des représentants. C'est ça qui va s'imposer. Non seulement ça va s'imposer, mais en plus, et ça il faut bien le comprendre, j'en ai pas parlé au niveau des méconceptions qu'apporte ce type de débat, le fait que ce soit devenu un débat où on se dit race contre mérite,
Il y a vraiment cette idée que lorsqu'on fait entrer un noir grâce à l'affirmative action, c'est qu'à la base, il n'avait pas le mérite pour rentrer. Il est rentré juste par rapport à sa race. Et même en France, dans la discrimination positive, il y a des critiques en disant la discrimination positive. J'ai entendu des gens dire c'est du racisme anti-blanc parce que techniquement, on devrait tous rentrer au mérite. Pourquoi est-ce que une femme, parce qu'elle est une femme, aurait le droit d'entrer sous prétexte qu'on a un quota? Et cette conception commence à arriver au Québec. Oui, et cette conception commence à arriver. Pourquoi ce noir aurait le droit d'avoir un job juste parce qu'il est noir? C'est une très mauvaise conception de la chose. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je suis contre la traduction de discrimination positive. Ça n'aide pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rend la majorité, ça donne une idée que les 45 blancs qui sont rentrés, ils sont rentrés juste par leur mérite. Les 2 noirs qui sont rentrés, ils sont rentrés juste par leur race. Donc, il y a cette idée que la majorité devient neutre. Et en fait, il faut vraiment changer ces mentalités-là. En fait, si on met en place des actions affirmative action, c'est pour contrecarrer des biais. C'est-à-dire considérer que ces 45 blancs sont rentrés juste par leur mérite, c'est ne pas comprendre comment fonctionnent les systèmes. Ils sont rentrés par leur mérite et le fait qu'ils soient blancs. C'est-à-dire que la blanchité est un atout. Tout comme dans le cas où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, la masculinité est un atout. C'est-à-dire on te prend parce que tu as tes mérites là, mais aussi parce que tu es un homme blanc dans un système qui favorise l'homme blanc. Donc, c'est un atout supplémentaire. Et l'affirmative action, qui est quelque chose qu'on doit quelque part retravailler parce que c'est pas parfait, mais c'est de dire, puisqu'on sait que le fait d'être blanc et homme va te servir sur ces dossiers-là dans notre système, on va faire en sorte que le fait d'être femme et noir soit également des atouts en plus. Donc, il faut arrêter de considérer que majorité égale neutralité. C'est pas une histoire de mérite contre race. C'est une histoire de prendre en compte la race parce que de l'autre côté, on la prend en compte également. Et c'est un atout. Bon. Arrive donc ce fameux shift avec Edward Bloom qui va du coup faire ce classation de minorité contre minorité. Et aussi, ce qui va être également pernicieux dans toute cette affaire, c'est que toute l'argumentaire, toute la rhétorique des droits civiques qui ont mené à la déségrégation universitaire va être récupérée par le SFFA et Edward Bloom dans une optique anti-blackness, donc négrophobe. C'est-à-dire qu'on a par exemple des gens devant la Cour suprême avec des panneaux, je vous mettrai l'image, où il y a marqué « I have a dream too ». Donc cette idée que, ok, les Noirs ont eu leur rêve, mais maintenant leur rêve est en train de prendre le nôtre. Donc ça va vraiment devenir minorité contre minorité, dans un contexte où la communauté asiatique, encore une fois, je le rappelle, est considérée comme la minorité modèle. Et encore une fois, il faut comprendre que c'est pas un cas isolé, cette histoire de minorité contre minorité pour obtenir des droits. En fait, ça s'appuie dans un contexte légal et judiciaire extrêmement long. Quand on regarde, par exemple, on a le cas dans les années 1900, Takao Ozawa ou encore Bhagat Singh Thind qui vont aller à la Cour suprême pour demander à être naturalisés pour devenir américains, qui à l'époque, jusqu'en 1906, était réservé soit aux blancs citoyens, soit aux affranchis africains-américains. Donc, vous ne pouviez pas être naturalisé, obtenir la citoyenneté si vous ne faisiez pas partie de ces 2 groupes. Et en fait, ils vont aller jusqu'à la Cour suprême et dire, leur argumentaire, ça va être, puisque nous ne sommes pas noirs, nous devrions avoir les droits des blancs. Donc ça également, c'est pour vous montrer à quel point ce n'est pas anodin ce qui est en train de se passer à la Cour suprême et ça s'inscrit dans un habitus de récupérer en fait la lutte des droits civiques des Noirs pour faire avancer d'autres minorités, mais en appuyant sur la tête des Noirs qui vont être accusés de prendre la place des autres. Ok? Et du coup, jamais avec une critique de la majorité et qui est de la majorité blanche. Et enfin, pour conclure, pourquoi c'est un moment extrêmement important à comprendre en termes de mythologie autour de qui a le droit aux admissions, qu'est-ce que la méritocratie, finalement les limites de la méritocratie, qui est la minorité modèle, qui on veut voir réussir au détriment de qui et ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Il faut bien comprendre qu'on se trouve dans un contexte politique actuel où, par exemple, Trump a offert son soutien massif à la communauté asiatique américaine qui portait la plainte, en disant qu'il allait détourner des ressources du ministère de la Justice pour aller enquêter sur toute université qui mettait en place d'affirmative action, qui, je rappelle, pour le moment, ont encore le droit de le faire. Surtout, on a Kavanaugh, qui désormais est juge de la Cour suprême, et Kavanaugh, qui donc est l'agresseur sexuel présumé, diminution du mot présumé, qui est désormais juge à la Cour suprême, donc il va avoir un droit de vote sur ce cas-là, et on le sait, il est contre l'affirmative action, hein, il se vante d'avoir réussi juste par ses propres mérites, alors que son grand-père était allé à l'université, donc ça a probablement aidé quand il est rentré dans la Ivy League, mais également ça montre les dissensions qui existent au sein de la communauté asiatique américaine, et ce qui est intéressant dans les débats actuels, c'est que de plus en plus rejettent le terme communauté asiatique américaine. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que actuellement le combat qui arrive devant la Cour suprême est majoritairement soutenu par la communauté chinoise
conservatrice, mais également par la communauté chinoise, donc majoritaire, mais également la communauté qui vient d'arriver et dont les enfants, en fait, première génération et deuxième génération. Donc les enfants entrent à ce moment-là à l'université. Alors que tous ceux qui, par exemple, sont là depuis 2, 3, 4 générations, sont majoritairement pour l'affirmative action. Et on a énormément d'articles qui démontrent comment, de plus en plus, communauté asiatique américaine, ça fait plus sens parce que même au niveau des convictions politiques et des luttes qui sont menées, il y a des grosses divisions qui apparaissent. Donc, on commence à dire il faut qu'on se débarrasse de cette notion, de ce groupe, parce que ça marche pas. Et surtout, ça marche pas pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement à la Cour suprême. Donc, on aura une réponse cette semaine. Pour le moment, l'optique n'est pas bonne parce que, comme je l'ai dit, Kavanaugh et Trump. Et Trump a réussi à placer pas mal de juges. Je voudrais finir ta chronique avec une touche d'humour. Tu as cité Trump, comment Kavanaugh, Brett. Voilà. Et puis, celui qui éventuellement pourrait, s'il appelle là, Hassan Bissal, qui a fait une très bonne, je dis peut-être mal son nom, mais écoute pas, il a fait une très bonne émission là-dessus également, disponible sur Netflix et sur YouTube, mais on mettra le lien, c'est dans mes ressources, parce qu'il a lancé une émission qui s'appelle Patriot Act, et il est lui-même sud-asiatique, mais je me souviens plus si c'est, je me sens Pakistan, mais je dis peut-être une bêtise, donc les excuses. J'ai un doute. En tout cas, il est issu de la communauté et il va faire un call-out, en fait. Et lui-même va mettre en avant à quel point non seulement il y a une division générationnelle dans ce débat-là, mais il y a une division aussi au niveau géographique et une division aussi au niveau historique. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et très drôle, en fait. C'est vraiment très drôle. Très drôle. Merci beaucoup, Jade. Ça permet de mieux comprendre cette affirmative action et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et ce qu'il y a en conséquence, en fait, en Europe et au Canada, c'est comme tu l'as dit, la méconception autour de ça, ça s'étend. Et on revient tout de suite là-dessus.